Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec François Denis du site Riche à 30 ans. Dans cette interview, comme on a convenu ensemble, on va parler d'indépendance financière, mais d'indépendance financière à 360 degrés. C'est pour ça que ça me tenait énormément à cœur de t'interviewer, François, parce que justement, tu as une palette à 360, aussi bien dans la crypto que dans l'immobilier, que dans l'equity. Et justement, c'est l'objectif de cette interview. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux simplement te présenter et surtout nous présenter un petit peu qu'est-ce que ce site Riche à 30 ans? Ça parle énormément, notamment pour ceux qui viennent d'avoir 30 ans comme moi. Le nom est très parlant, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a derrière ce projet et quelles sont ses origines? Bien sûr, bah, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup Benjamin pour l'invitation. Alors, on va faire court. Déjà, premièrement, d'un point de vue personnel, donc je suis François, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans dans quelques mois, ça pique. Et on arrive enfin à Riche à 30 ans. Donc, c'était la marque que j'avais lancée. Alors, si je ne me trompe pas, je l'avais créée j'avais 24 ans, tu vois, donc ça va faire 5 ans que les gens me connaissent, on va dire, avec une présence en ligne sur la marque Riche à 30 ans. Sinon, pour aller un petit peu plus loin, je suis à Montpellier, donc je suis papa de 2 petits bébés 2019-2020 et à titre professionnel, donc je suis investisseur et expert en placement à haut rendement et pour les intimes, auteur, conférencier et coach. Donc voilà, c'était pour faire une version très courte. Et est-ce que finalement, tu as eu un déclic quand tu as lancé Rich à 30 ans ou c'est arrivé quand tu étais en création de start-up? J'ai vu que tu avais notamment créé une start-up dans le passé sur New York. Ou c'est quelque chose peut-être qui t'a toujours passionné, tu as toujours été passionné de l'indépendance financière depuis tes études. Ça a été quoi un peu le truc qui a fait que tu t'es passionné pour ça? Alors c'est une question intéressante qu'on me pose pas souvent d'ailleurs et qui est ultra intéressante parce que de base je suis très, très introverti et surtout au début j'avais pas envie de me montrer sur le web, toi. Je voulais pas même au début de Riche à 30 ans, pour ceux qui me suivent depuis le début, pendant un an, il y avait pas ma tête. Et les personnes lisaient mes mails, lisaient mes articles, m'entendaient, mais il y avait pas ma tête. Donc je voulais pas me mettre forcément en avant et de base, j'ai plus un profil d'investisseur où voilà, je suis plus sur le terrain pour l'immobilier, ou je suis plus devant un ordinateur sur mon côté technophile à regarder les cryptos, toi, ou à regarder des business models et à lire ce genre de choses. Donc j'ai commencé, on va dire, à 18 ans techniquement. C'est-à-dire que j'ai eu la chance en fait de lire Robert Kiyosaki à cet âge-là et je me suis lancé. Bon, timidement, lentement au début, mais pour véritablement répondre à ta question, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'étais d'abord que profil investisseur et c'est en fait un ami, je le dois à une seule personne, riche à 30 ans, qui m'a dit: «Mais en fait, ouais, tu sais pas mal de choses, est-ce que tu n'aurais pas envie de lancer un truc sur le web et juste partager au début?» Et c'était ça. Et Riche à 30 ans, qui a énormément changé. Au début, c'était juste un blog. Toi, c'était un blog, j'écrivais des articles et ça m'allait très bien parce qu'au final, bon, j'avais 24 ans, 24-25 à cette époque-là et j'avais des choses à partager parce que je commençais déjà à avoir de très, très beaux résultats puisque techniquement, je suis devenu libre, on va dire financièrement, hein, le grand terme, mais vers 25 ans, donc vers 25-26 et je me suis pris au jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai adoré ça et surtout j'avais des retours assez fous et bon, sans rentrer dans les détails, après je faisais un mail par jour et en gros, c'est devenu viral et donc les gens partageaient et c'est comme ça que l'aventure Richard Tantan et surtout ma sortie de ma zone de confort a commencé et c'est là que j'ai dit: «Bon, on va y aller à fond et tant qu'à faire, bah, ça peut devenir mon activité». Je kiffe et j'ai appris à aimer des choses que je n'aurais jamais soupçonnées. Par exemple, ce que je préfère actuellement, en fait, c'est monter sur scène, toi, faire des events, séminaires, des petites immersions, des gros séminaires, même si au final j'ai un profil introverti, c'est ce que je préfère. Donc 2020, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, pour faire mon parcours, c'est ça. Alors effectivement, après pour rajouter une couche, j'avais lancé, plusieurs projets avant, Riche à 30 ans, avant la moindre présence en ligne et dont 2 startups, une que j'ai revendue et une dont j'ai toujours des parts, mais que je m'en occupe plus. Donc voilà, c'est-à-dire que j'avais quand même pas mal de choses, avant de lancer des choses sur le web, quoi. Et justement, tu disais donc que tu es devenu, libre financièrement, à 24-25 ans à peu près. Ouais. Ça a été via quel levier finalement? Ça a été plus via l'immobilier, via Alors l'entrepreneuriat? ouais, alors déjà, il faut remettre les choses dans le contexte parce que forcément à l'époque, bah, quand la plupart des gens, quand tu es jeune, tu es célibataire, c'est pas forcément la même liberté financière que dont tu as besoin derrière quand tu as une famille, quand tu as des enfants, c'est pas la même. Donc moi, ça me convenait tout à fait et donc ça venait en premièrement, j'ai classiquement, on va dire, investi en immobilier, première chose et en bourse.
là, j'ai commencé à boursicoter. Globalement, c'est les 2 gros piliers de l'investissement qu'on retrouve partout, dont tout le monde parle. J'étais loin de parler de private equity, de placements alternatifs, voire exotiques. C'est après que je suis tombé en passion dans ce genre d'investissement. Mais au début, c'est l'immobilier où effectivement, j'ai fait, plusieurs opérations, alors que ça soit du locatif pur ou de l'achat-revente. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, bah, tu sais comment ça fonctionne normalement pour les plus novices, bah, clairement, ce qu'on appelle le cash flow, tu as beaucoup plus d'entrées que de mensualités que tu dois payer à la banque et tu deviens en quelque sorte rentier parce que, ce dont tu as besoin pour vivre ne dépasse pas justement par rapport à tes loyers, tes mensualités, donc fameux cash flow. Donc ça, c'était la première chose qui a fait que j'étais libre financièrement et au bout de quelques années, parce qu'il ne faut pas être trop pressé non plus, effectivement, ça a commencé à devenir intéressant d'un point de vue purement marché financier. Je commençais à avoir quelques dividendes par-ci par-là qui tombaient, alors plusieurs centaines d'euros par-ci par-là. Et tout ça mis bout à bout faisait que c'était ultra intéressant et que je m'officialisais libre financièrement. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu me nicher, on va dire, sur mes activités pro et même au début de Richard 30 ans, parce que tout a un lien et même l'entrepreneuriat et le business a un lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire des optimisations et mes entreprises, mes business, mes sociétés me permettent d'investir encore plus massivement parce que l'optimisation vient aussi de divers montages et de choses. Donc, pour ça que j'ai jamais voulu faire que de l'IMO ou que de la crypto ou que du business, parce que des fois aussi je parle d'entrepreneuriat, que tout me serve en fait et que ce soit un écosystème tout simplement, voilà, de diversification et que l'un serve l'autre. C'est pas que de la diversification d'ailleurs. Et justement, dans cet écosystème, je voulais qu'on parle de l'un de tes derniers projets, Lord Token. C'est ton dernier gros projet entrepreneurial. Je pense que c'est l'un des projets, si on compare par rapport à un lancement de site de formation en ligne ou autre, c'est un projet qui est complexe, mine de rien, d'un point de vue administratif ou autre, sachant qu'il existe déjà d'autres plateformes, d'autres exchanges comme Binance ou autres. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement avec Nicolas à vous lancer dans ce projet-là, sachant que là, vous êtes en pleine levée de fonds, c'est notamment une levée de fonds sur laquelle j'ai participé où j'ai pris des obligations. Qu'est-ce qui fait finalement que vous avez eu la niaque pour vous lancer dans un tel projet? Ouais, parce qu'en plus, c'est clairement c'est pas le projet qui va nous faire gagner de l'argent, enfin pas du tout à court terme. D'ailleurs, même on a mis dans les conditions, je sais pas si tu les as lues, que ce qui rassure énormément d'investisseurs, c'est qu'on a dit qu'on pendant 5 ans, on ne se versait pas d'argent. Pas de salaire, pas de dividende, rien pendant 5 ans. Donc non, on réinvestit l'ensemble des bénéfices sur les 5 premières années. Alors déjà, Lore Token, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, pour le coup, c'est une vraie startup. C'est un gros bébé, c'est un gros bébé et on va dire que c'est, sur le marché des crypto-actifs, donc c'est une plateforme, d'échange, de crypto-actifs que tout le monde connaît et plus de tokens, d'investissement en tokens en interne haut de gamme, parce que c'est un positionnement très haut de gamme, premium, un peu voilà l'idée qu'on se fait de la France, du luxe à la française, avec un SAV, premium, avec des gens au téléphone, avec de l'accompagnement et des possibilités de se faire accompagner sur l'investissement en interne avec des tokens en immobilier. Je ne vais pas rentrer dans les détails si vous ne savez pas ce que c'est malheureusement. On va peut-être pas en parler, ça va durer 3 heures. Mais voilà, des tokens de société, des tokens d'œuvres d'art, de joueurs de foot, en plus des cryptoactifs que tout le monde connaît, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum. Donc c'est un gros, gros, gros projet. On va dire qu'on est plus ou moins en concurrence parce que c'est vrai qu'il y a déjà des gros, gros acteurs sur le marché. Mais je pense que le timing est excellent pour nous. C'est-à-dire que c'est pas trop tôt et pas trop tard. Parce que souvent, on parle d'être trop tard sur un marché, ce qui est vrai. Et les gens, il est déjà saturé, il y a beaucoup trop d'acteurs, quelle que soit la thématique. Mais des fois, il y a beaucoup d'entreprises aussi, si tu regardes l'histoire, qui se sont cassées la gueule puisque c'était trop tôt. Et on ne veut pas être les premiers. On veut pas. Le Facebook, d'ailleurs, ça a été le 12e réseau social. Ça a été Google, c'était le 15e moteur de recherche. Et ce n'est pas pour autant que le premier va celui qui va tout rafler. Et aussi, ça permet de voir ce que les autres ont mal fait ou d'aller chercher aussi juridiquement ce qui n'allait pas et aussi de se caler. Et donc, c'était notre positionnement. C'est-à-dire que déjà, ça fait un lien avec toutes mes activités. J'ai créé, on va dire, une communauté bon, elle est pas énormissime non plus, mais qui me suit sur les cryptos, qui me suit sur les placements, qui me suit sur l'investissement, donc il y a un lien. Un lien aussi personnel avec ce que je fais, donc investir sur de l'alternatif et de pouvoir aussi donner la possibilité, c'est comment dire que c'est la mission de leur token, en fait, de redonner le pouvoir en fait, au peuple de pouvoir faire ce qu'il veut avec son argent. On dit redonner la souveraineté monétaire aux citoyens, c'est un de nos leitmotivs, et de pouvoir en fait de récupérer son argent et le placer comme on veut. Donc c'est hors système bancaire et
avec, bon, pour là, c'est juste la startup, mais avec un positionnement très haut de gamme, avec un accompagnement, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et les acteurs principaux, pour finir, pour conclure, ne sont pas européens. C'est-à-dire que c'est soit asiatique, chinois, Hong Kong, ça c'est Binance, il y a beaucoup de plateformes en Asie, soit américain. Donc c'est Kraken, c'est San Francisco, c'est la Silicon Valley. En Europe, il y a quasiment que dalle. Il y a quasiment rien et on veut être, on va dire, la plateforme européenne numéro un très, très vite. Est-ce qu'on le sera? Parce qu'on a fait un gros partenariat avec un gros acteur pour avoir de suite énormément de liquidités et on sera techniquement, le jour où on sera en ligne, une fois qu'on aura terminé la levée de fonds, on sera de suite la plus grosse plateforme européenne. Et est-ce que tu penses que finalement tu te serais lancé sur ce projet-là avec Nicolas si tu n'avais pas encore été indépendant financièrement? On sent que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose sur lequel on te sent missionné sur ce côté tokenisation de l'économie. Mais est-ce que finalement tu l'aurais fait, sachant que c'est un projet sur lequel vous n'avez pas ouvert versé de salaire pendant 5 ans? Est-ce que c'est un projet que tu aurais quand même fait si tu n'étais pas déjà indépendant financièrement? Ah, c'est une excellente question, et je pense que ça peut être, la réponse peut être un excellent conseil pour beaucoup de monde et c'était déjà alors 1 chose, c'était un critère parce qu'on est 2 cofondateurs, il y a Nicolas et moi et on voulait déjà l'un pour l'autre, que l'autre n'ait pas besoin de ça pour vivre. C'est-à-dire que Nicolas, il a aussi toutes ses activités à côté, il est aussi, libre financièrement, enfin il a, plusieurs business, il a une soixantaine de collaborateurs, enfin tout va très bien pour lui, il n'a pas besoin de ça, moi non plus et c'était, on va dire, le critère limite numéro un pour que l'autre d'ailleurs n'ait pas besoin de ça. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un écart qui se creuse, l'autre devient impatient, les décisions sont plus les bonnes à prendre, il y a un écart qui se creuse, enfin on n'est plus d'accord. Donc c'était ultra important et d'un autre point de vue, c'est tu réfléchis pas du tout pareil, tu es pas du tout aussi serein, tu as beaucoup moins de stress quand effectivement à côté, bah, tu es libre financièrement. Ce qui était ma stratégie quand j'ai commencé tout au début. Je voulais faire de l'immobilier et devenir libre financièrement pour pouvoir lancer toutes les activités que je voulais. C'est-à-dire comme ça, quoi qu'il arrive, même si c'est la faillite absolue, c'est pas grave parce que derrière, j'ai tout ce qu'il faut à titre personnel. Parce que je ne sais pas si tu le sais ou si vous le savez, la raison numéro un pour laquelle, alors je crois que j'avais vu le chiffre, je crois que c'est 92% des startups échouent. C'est pas le business model, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas les clients. C'est parce que les fondateurs arrêtent parce qu'ils ont plus d'argent à titre personnel. C'est-à-dire, c'est littéralement, mais ils peuvent plus continuer. C'est-à-dire que ça fait déjà 6 mois qu'ils mangent des pâtes ou qu'ils peuvent plus payer leur loyer. Donc c'est peut-être Et finalement que 6 mois plus tard, entre guillemets, le projet aurait pu décoller, mais ah et c'est exact finalement, et il c'est y ça avait qui est le plus plus d'air pour frustrant, les 6 mois, c'est que quoi. des fois, c'est des bonnes idées et des fois, tu as genre limite 1 an après, tu as un autre mec qui fait la même chose, mais qui réussit parce qu'effectivement, bah, soit il a eu un meilleur timing, mais aussi des fois, il avait un peu plus de fonds ou qu'il n'avait pas besoin et ça s'est bien passé pour lui. C'est assez hallucinant et c'est pour ça que c'est un peu un milieu, c'est la jungle quoi, les startups et le private equity et tout ça. Parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte entre le marché, est-ce que le marché est prêt? Est-ce qu'il y aura assez de clients? Est-ce qu'on a levé assez de fonds? Et le fondateur, est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il a un mindset? Est-ce que même lui, en fait, il a les épaules assez carrées pour pouvoir supporter le projet? Que c'est littéralement ce qu'on voulait l'un pour l'autre, mais aussi vis-à-vis des investisseurs. Parce que moi aussi, de base, je suis angel, enfin, j'investis sur des startups. Le premier truc que je regarde avant même de regarder si le projet tient la route, est-ce que le marché est intéressant, est-ce que le produit est cool, est-ce qu'il y a déjà un produit qui a été lancé, je regarde le fondateur et je pose des questions personnelles au fondateur pour voir ce qu'il a déjà fait. Est-ce que au bout de 3 4 questions, tu le vois très vite si le mec il va continuer ou pas. Et tu le vois même des fois dans les yeux si le mec il a la niaque, si pas dans 6 mois, il peut se tirer avec la caisse ou tout simplement il va pas pouvoir continuer. Ça, tu le vois très très vite. Donc c'est un excellent conseil. Tu as la version américaine qui va dire brûler les bateaux, c'est-à-dire que bah, quitte à être à la rue, on s'en fout, lancez votre startup, mais bon, à l'américaine, hein, c'est-à-dire que bah, si on suit les chiffres, bah, il y en a 9 sur 10 qui vont être littéralement à la rue. Et tu as la version bah, un peu plus sécure, ce qui n'est pas plus mal non plus, bah, c'est peut-être avant de vouloir lancer ces projets de fou, ces projets de rêve qui potentiellement peuvent atteindre des chiffres hallucinants, c'est de se sécuriser, surtout si on a une famille en fait. Mais ce n'est pas se sécuriser juste parce qu'on a peur, c'est se sécuriser pour donner plus d'ampleur en fait à son projet qui lui par contre est un autre délire, tout simplement. C'est top, tu m'as fait la transition pour parler de private equity, justement. J'ai vu que tu avais investi dans des startups comme Oxygène, Shime ou Udemy, des startups dans lesquelles j'ai également investi. Il y a l'un des critères là, que tu viens de mentionner qui te semble vraiment hyper important pour toi, qui est justement l'énergie
et qui est vraiment le fondateur ou les cofondateurs. Est-ce que tu pourrais nous citer 2 ou 3 autres critères qui sont pour toi vraiment indispensables pour que tu ailles dans cette startup? Et s'il n'y a pas finalement ces critères-là, tu n'y vas pas du tout et tu mets pas de billes du tout sur, ce projet-là? Ouais, alors c'est ultra intéressant, parce qu'au fur et à mesure des années, alors techniquement, le private equity, ça va faire depuis 2013 que j'ai investi en equity. Bon, en France, ça devient connu depuis, j'ai l'impression, depuis 1 ou 2 ans. Ça devient de plus en plus à la mode. Mais j'ai quand même eu, c'est juste simplement pour donner le chiffre, hein, de 2013, plusieurs années pour me perfectionner et surtout aller chercher des. Et j'ai un set de questions que je pose à chaque fois, en fait. Et il y en a une, c'est, alors il y a 2 questions. C'est déjà parlez-moi de la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence et tu le vois direct si il y a des acteurs qui vont te dire: «Bah, j'ai pas de concurrent» ou «C'est moi le meilleur». Déjà, tu oublies. Alors le mec a même pas fait son travail sur la concurrence ou ou il l'a peut-être fait, mais il se positionne c'est une position trop hautaine et il va se dire: «Bon, bah, la concurrence, je la prends pas ou je la regarde dans le rétro déjà alors que tu viens de te lancer». Ce qui est pas forcément bien. C'est-à-dire que si je pose cette question sur la concurrence et que le gars il me dit: «Bah, j'ai tel concurrent, lui il est plus positionné comme celui-ci c'est le premier, celui-ci c'est le deuxième». Bah, déjà, je suis en confiance et déjà je sais de ce qu'on doit le fondateur parle et je sais qu'il va pouvoir faire en sorte de rebondir. Donc ça, c'est ultra important, la concurrence. Des fois, c'est vrai, il y a pas de concurrence. Bon, c'est très, très compliqué. C'est très, très rare aussi d'avoir une entreprise qui a pas de concurrence. C'est la stratégie de l'océan bleu. Tu essayes de créer toi-même ton marché. Il y a personne. C'est très, très rare. Des fois, c'est plus de l'innovation. Ça, c'est plus, on crée quelque chose. Et il y a une autre question que je pose aussi, c'est quelle serait la raison numéro un pour laquelle ton entreprise échouerait? Alors celle-là, en général, elle fait pas plaisir. Ça pique. Mais pareil, en fait, dans la même logique où des fois, il y a des gars, qui littéralement disent: «Non, mais moi, je vais jamais échouer, c'est pas vrai», c'est assez rigolo pour voir ce genre de réponse. Toujours l'envie de poser des questions positives, mais ce genre de questions, pas forcément négatives, mais pour voir vers quoi la personne va, bah, tu vois de suite. Et à l'inverse, quelqu'un qui va dire: «Bah, en fait, j'ai déjà, mis le doigt dessus. La raison numéro un, ou en tout cas mon challenge numéro un pour lequel j'aurais le plus de difficultés et potentiellement j'ai plus de chances d'échouer, c'est telle chose ou c'est telle chose». Et ça, c'est primordial. Donc je dirais en un de regarder vraiment l'équipe, le fondateur. En 2 la concurrence, en gros le marché, hein, qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qui va pouvoir arriver? La hype, est-ce que c'est pas hype? Est-ce que c'est un marché hype? Et en 3 effectivement, tout ce qui pourrait poser problème, si c'est purement technique, ça peut être juridique, ça peut être, il y a tellement de façons qu'une entreprise n'aille pas au bout que c'était 1 million de réponses à cette question également. OK, et finalement sur l'investissement des startups, c'est quelque chose où tu te dis: «Je vais toujours investir de l'argent que je suis prêt à perdre», ou c'est vraiment quand tu mets de l'argent dans un projet, tu es pleinement convaincu entre guillemets qu'il va y avoir un retour sur investissement? Ou tu fais partie de Alors, ceux qui se disent: «Je sais qu'il y en a 8 sur 10 qui vont foirer et 2 qui vont me c'est ça. rapporter, ce Ah, que j'ai c'est perdu», quoi? plus ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne conseille pas forcément de faire de l'equity pour quelqu'un qui a rien derrière ou quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent. Alors après, quelqu'un qui à la limite qui a pas beaucoup d'argent, mais qui va se dire: «Je vais faire que ça», à la limite, c'est OK. Mais qu'on commence pas à vouloir faire, je fais un petit peu d'IMO, je fais un petit peu de crypto parce que c'est pas du tout pareil. L'IMO, tu vas avoir besoin de fonds pour, la banque. Crypto, bah, c'est peut-être, certes, c'est liquide, mais tu attends quoi, tu attends que ça augmente. Donc à la limite, s'il veut faire que ça, c'est OK. Mais dans l'optique, c'est normalement, alors là aussi, j'avais les chiffres, mais je les ai plus en tête. Normalement, un angel, un business angel ou quelqu'un, un investisseur privé, il fait en moyenne, un pro, hein, je parle d'un pro, hein, pas forcément un particulier qui peut prendre des parts dans 3, 4, 5 boîtes. Il fait une quarantaine d'investissements sur des startups différentes au cours de sa carrière. Donc, après carrière, normalement, sur une dizaine d'années, tu commences à avoir des retours. Et là où si l'equity est un peu, où c'est un peu pervers, c'est qu'au début, on va dire sur les la 1re, 2e année, c'est excitant de faire de l'equity, tu investis en masse, tu mets des billets, des machins. Et c'est-à-dire c'est vers 3, 4 ans où ça devient tendu parce que 3, 4 ans, c'est encore beaucoup trop tôt pour avoir des retours en général. En général, c'est plus 4, 5 ans quand tu as les premiers exits, comme on dit. Mais techniquement, tu as quand même beaucoup moins de fonds, parce que tu as déjà quasiment tout mis tes fonds sur les premiers. Et il faut que tu attendes, mais tu as déjà des entreprises qui, elles, à côté, font faillite. Et tu te dis: «Beh, pourquoi j'ai fait de l'equity? Pourquoi j'ai fait ça?» Et c'est exactement le parcours que j'ai eu. C'est-à-dire qu'en 2013-14, quand j'ai commencé à mettre des fonds,
et que tu vois les premières entreprises qui font faillite, tu dis, ah putain, qu'est-ce que j'ai fait, toi? Mais en fait, non, parce qu'en 2000, je crois, c'était en 2018, c'était mon record, j'ai fait un x40, toi. Et c'est pour ça que je vous démontre que par A plus B, que tu peux même faire 8 faillites sur 10. Bah, si tu en as une seule qui fait allez, x2 ou x5 et une qui fait x10 ou x30, et bah, tu es grandement gagnant. Et les plus grands business angels, c'est ça, hein. C'est-à-dire que voilà, si tu avais investi sur Uber ou Airbnb, tu peux faire 30 faillites à côté, c'est pas grave. Mais c'est psychologiquement, c'est pas facile à tenir. C'est pas tu fais de l'IMO, tu vas chercher à gagner 100% du temps ou à gagner 100% du temps en bourse. Ça, c'est pas évident. Donc, c'est un mindset à avoir. Après, tu peux être secure, c'est-à-dire que tu ne vas pas investir pareil que ton voisin en private equity. Il y en a, ils vont investir que ce qu'on appelle en early stage, c'est-à-dire très tôt, sur des entreprises très très jeunes qui ont des fois ont même pas de produits viables. En général, en early stage, on parle des entreprises qui font moins d'1 million de chiffres. Et après, tu as des investisseurs, en général, c'est plus tu grossis, plus c'est ça, hein. Genre les fonds d'investissement en equity, c'est ça. Ils investissent jamais en early stage, ils investissent plutôt en série A, en série B. Dire qu'après plusieurs tours de table, où le business model a été validé, où l'entreprise a déjà des clients, où l'entreprise, ça fait déjà au moins 6 à 12 mois qu'ils font du chiffre d'affaires qui grossit. Et là, toi, il y a des différentes philosophies quand tu investis en equity. Et techniquement, si tu veux prendre beaucoup moins de risques, tu peux investir dans des entreprises qui ont déjà du recul. Et là, tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de faillites. Et si en plus, tu as quelques critères importants et que tu respectes, normalement, c'est l'inverse qui se passe. Tu as moins de faillites que de réussites. Mais les réussites, tu ne vas pas faire un fois 1000, toi. Intéressant parce que je souriais quand tu parlais de la période 2013-2014 parce que ça fait un an que j'ai démarré et je pense commencer à être pile dans cette période psychologiquement où tu te Ah, dis, ok, bah, t'es ça, t'es voilà, excité là, t'as investi, t'es il y a génial. pleinement l'excitation et puis après tu commences à te dire mais finalement où est-ce que je vais quand je sais que ça, comme tu dis en fait, je pense qu'il y a toujours une différence entre le fait de le savoir et de pleinement l'intégrer, le vivre et de se dire bon c'est sur 4 5 ans. Hmm. Mais du coup, il y a vraiment à avoir conscience de ça dès le début, que du coup, dans 3 ans ou 4 Ouais, ans, il n'y aura pas encore de retour sur investissement et parce que qu'il c'est y là a qu'il ne faudra pas un lâcher au final. paramètre ultra important, c'est que c'est pas liquide. Parce qu'à la limite, alors ça peut être un avantage et un inconvénient, parce que des fois, il y en a qui, sur les marchés liquides, tu peux vendre à perte, donc c'est un inconvénient. Mais c'est ça, c'est-à-dire que des fois, tu as mis ton argent, tu as peut-être même un petit peu trop gourmand au début, tu as tout mis sur les 2 premières années. Après, bon, bah, tu as toujours des revenus techniquement, mais tu peux mettre moins qu'au début, ok, j'avais 50 000 ou 100 000 à mettre, tu vois. Et après, le fait que ça ne soit pas liquide, bah, tu ne peux pas récupérer ton argent. Tu peux le récupérer qu'au moment bah, de ton exit. Soit l'entreprise se fait racheter, soit il y a des émissions de dividendes, ou il peut y avoir plein d'exits différents. Ou ça peut être un fonds qui rachète une partie des parts pour redonner de la liquidité au fondateur qui en a besoin parce que justement, il mange des pâtes depuis 6 mois. C'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Il y a plein de façons d'avoir un exit. Mais ouais, tu vas le voir, ça va être intéressant. Et j'avais appris ça d'un angel américain qui justement avait, bah, c'est un des plus grands de la planète qui avait investi sur Uber, qui avait mis, je crois, il avait mis un billet de 50 000 et qui s'est transformé forcément en plusieurs millions. Et qui lui avait cette philosophie-là et qui expliquait que c'est pas du tout facile psychologiquement. Même, on ne parle pas de technique, hein, c'est-à-dire qu'on le sait que quand on investit, on ne va pas avoir son ROI avant 36 mois. Ça, c'est sûr. Mais psychologiquement, c'est pas facile à tenir. Tu ne peux pas récupérer ton argent. Quoi que tu demandes, bah, non. C'est-à-dire que même si tu peux payer ton loyer, tu sais que tu as des parts de société, tu ne peux rien en faire. Tu peux être riche sur le papier, mais tu ne peux pas les récupérer. Et c'est un peu les mêmes problèmes qu'ont les gros fondateurs. C'est pour ça que des fois, par exemple, là, on vient d'avoir Elon Musk qui vient de passer première fortune mondiale. Et Elon Musk, il a des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que sur le papier, bah, il a des actions Tesla qui le rendent richissime à hauteur de 200 milliards. Mais en vrai, il n'a pas 200 milliards. C'est à sa boîte et c'est bloqué. Et ce qui fait que, bah, après, bon, il n'a pas à plaindre, hein, il n'est pas pauvre. Mais il a que quelques millions vis-à-vis de ces 200 milliards qu'il a à côté. Ben, c'est un peu pareil quand on est angel, c'est-à-dire qu'on peut être riche sur le papier, mais on ne peut rien en faire pendant des années. Et psychologiquement, ce n'est pas facile à tenir. Surtout si, en fait, pour respecter les mathématiques, il faut continuer à investir pour respecter ce chiffre de 30, 40, 50 entreprises sur lesquelles tu as investi dans toute ta carrière. Donc finalement, la meilleure des stratégies, après, je voulais bien entendu qu'on parle ensemble des cryptos, mais pour terminer Mm. sur les startups, c'est un pourcentage finalement de l'ensemble de ton patrimoine
et Ah se oui, dire, oui, je sais oui. pas, par exemple, en objectif, moi, je me suis mis 15% maximum de mon Ouais, patrimoine, c'est du private equity et je m'arrête là, en fait. voilà. Donc, En fait, il y a une question indispensable à se poser si voilà, quelqu'un nous écoute et qui veut se lancer en equity, c'est est-ce que je veux le faire pour diversifier mon patrimoine comme tu le fais? Dans ce cas, c'est je prends une proportion et je ne m'excite pas, je ne dépasse pas 15% du coup. Ou est-ce que je veux le faire à titre professionnel? Et dans ce cas, je deviens business angel professionnel. Je fais tous les salons de start-up de la planète et par contre, je mets 100% de mon argent dedans. Donc là, c'est complètement 2 choses, 2 visions complètement différentes. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, il faudrait que je regarde la proportion. Je ne suis pas professionnel je suis pas business angel professionnel, mais ça doit pas dépasser, ça doit faire 10%. Après bon, là, il y a les cryptos qui ont explosé, ce qui fait, augmenter augmenter ma proportion de crypto sur mon patrimoine. Mais ça doit être 10%, toi. Heu, mais voilà, il faut se dire: «Ah, j'ai 50 000 € à investir dessus et je mets des billets de 5 ou 10 000». Là où c'est un peu tendu, c'est qu'en vrai, sur le terrain, souvent tu as des tickets minimums qui te freinent. Alors, ça peut être, ticket minimum 25 000 €, 50 000 €, des fois ça monte à 100 000 € minimum, le ticket d'entrée et dans ce cas-là, il faut rejoindre des groupes ou s'associer ou investir à plusieurs. Mais ouais, c'est super intéressant. alors, je pouvais bien entendu pas faire une interview de toi, François, sans parler de crypto. J'ai suivi ta formation Crypto Révolution en début d'année 2020. On est actuellement en plein bull run. On en entend de plus en plus parler. Les médias en parlent de plus en plus. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que j'ai même des amis qui n'y connaissent rien du tout qui commencent à m'en parler. Et donc, je me demande limite si c'est pas le moment de vendre. Quels seraient finalement les 2 à 3 conseils que tu donnerais pour éviter justement d'être émotionnel? C'est une grosse partie du jeu, tu en parlais énormément dans ta formation, pour éviter justement d'être trop émotionnel sur les différentes fluctuations qu'on va connaître là pendant ce bull run. Non, mais c'est beau, le cerveau humain, il est beau parce que c'est tout le temps pareil. Et une fois que Ouais. tu as connu de certaines choses, ça devient beaucoup plus facile. Non, mais c'est ultra intéressant également, et crypto. Et en fait, il y a un petit lien en fait, quand même avec l'equity, parce que je raisonne des fois de la même façon. Alors, pas forcément sur les grosses capitalisations que tout le monde connaît, comme le Bitcoin. Surtout que le Bitcoin, c'est un cas particulier. Il n'y a personne derrière, toi, le Bitcoin. Mais sur les tout petits actifs crypto qui viennent de sortir, bah, c'est des startups, en fait. Et j'ai les mêmes critères. Toi, je regarde qui sont les gens qui sont derrière. Des fois, tu as des arnaques. Et c'est la même logique qu'un angel. Tu regardes, c'est les mêmes critères. Pour revenir sur le marché crypto pur et dur, donc ouais, tu as bien fait de te placer du coup, ça a fait 1 an, du coup, tu as eu un très bon timing et enfin, quoi qu'il arrive, il y a toujours des très, très belles choses à faire, hein, parce que c'est par cycle. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui, ne connaissent pas le marché crypto, c'est des cycles de 4 ans. Globalement, c'est ça, hein. Quasiment des fois à la semaine près, c'est ahurissant comme c'est exact, et que c'est parfait. Donc, il y a ceux qui, on va dire, le début de grand public qui a connu les cryptos en 2017. Bah, en 2021, on respecte les 4 ans. Pareil, c'est ce qu'on appelle un cycle, c'est-à-dire qu'en général, c'est 1 an et demi de cycle haussier, enfin de tendance haussière, ce qu'on appelle le bull run. Hein, c'est un terme technique, hein, c'est un bull run, c'est un cycle haussier, qui est suivi ensuite de 2 ans et demi de cycle baissier, dans ce qu'on appelle un bear market. C'est un marché de l'ours qui dort, tout simplement, alors que le bull, c'est le taureau qui fonce. Et donc là, on est sorti, en fait, j'avais même fait une émission en été 2020 qui avait dit, bah, là, on sort du marché baissier qui clôture ce cycle et on va partir sur un marché haussier, ce qu'on a connu au début, enfin sur le dernier trimestre de 2020, où on a eu un début de bull run assez impressionnant, d'ailleurs, il faut le dire, qui a fait faire enfin, Bitcoin qui a eu 400% de retour sur investissement, alors qu'on est au tout début en fait du bull run qu'on va connaître. Et on devrait avoir une année 2021 assez extraordinaire. Et ta question de base était sur l'émotionnel et on est purement dedans parce que pour le coup, on peut avoir tous des outils, des techniques, des stratégies différentes. On a tous le même cerveau. Alors, on a tous le même cerveau reptilien, on a tous le même cerveau qui va faire que, bah, en fait, alors 1er conseil, quand ça monte, c'est beaucoup plus difficile que quand ça descend. Alors souvent, on se dit quand ça descend, c'est pas évident, ce qui est vrai, mais techniquement, bah, ça descend que dans un sens et ça peut pas descendre plus bas que 0, tu vois? Bon, c'est pas la fête si ça va à 0, mais dans le vert, je te le demande, où ça va? Surtout quand on est sur des records historiques qu'on n'a jamais atteints. Alors qu'avant,
quand on est sur des cycles qu'on a déjà atteint des prix, il y a toujours ce qu'on appelle, bon, sans rentrer dans les détails, mais il y a des supports psychologiques. Enfin, il y a des prix sur lesquels on est resté longtemps. Donc, si ça monte, si ça descend, et ce prix psychologique bute, et on sait que plus ou moins, ça va aller vers ce prix. Quand on est sur des records comme actuellement, c'est-à-dire qu'on est déjà 2 fois supérieur au précédent record de 2017, ce qui est assez hallucinant, c'est que émotionnellement et même techniquement, personne ne sait vers quoi ça va aller. Et j'ai beau le dire, j'ai beau le répéter 15 millions de fois dans la formation ou même sur le groupe, des fois je le vois, mais c'est pas grave, il faut le répéter. On répète, c'est l'éducation qui fait ça. C'est que les erreurs sont tout le temps les mêmes et le débutant, alors, il y a le débutant qui va arriver trop tard sur le marché. Bon, là, j'ai peux rien pour lui. En gros, ce que les professionnels ou les investisseurs privés ont appelé le pigeon. C'est-à-dire qu'il faut des pigeons pour arriver en dernier sur le marché, sur la dernière phase euphorique, ce qu'on appelle la dernière phase euphorique, pour faire un dernier fois 2 fois 3 et que les pros sortent du marché et que les pigeons se fassent plumer. Donc ça, j'y peux rien pour. Et après, il y a les particuliers, les petits ou les débutants qui arrivent sur un début de bull run, ce qui est très bien, ou toi, là, qui a eu un excellent timing, tu es arrivé en fin de marché baissier avant et tu as eu pleinement ce début de marché haussier. Et à ce moment-là, vu que tu n'as pas connu, toi, techniquement, de marché haussier et de bull run comme on a eu en 2017, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et tu sais pas, tant que tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas les émotions. Et c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est dedans, et même moi, même des mecs, admettons, qui ont connu même la bulle Internet, qui ont connu des choses assez extraordinaires dans leur vie sur les marchés financiers, quand tu es dedans, que le truc il fait x3, que tu sais que tu dois prendre des bénéfices, mais que tu sais qu'en fait le truc il peut faire x10, mais que si tu sors trop tôt, bah, tu loupes potentiellement un x5, mais si tu sors trop tard, bah, tu vas te faire niquer. Et ben, c'est pour ça qu'il faut une stratégie. Et la première, si je donnais un seul conseil, c'est que la stratégie doit être établie avant de rentrer sur le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où ça se passe qu'on doit se dire: «Ah, alors, je vais peut-être me faire un plan d'action, ce serait bien». Parce que quand ça se passe, tu fais des bêtises. Tu vas vendre trop tôt, tu vas vendre trop tard. Alors, vendre trop tôt, à la limite, et que tu fais des bénéfices, c'est pas bien grave. Bon, même si tu loupes une envolée assez extraordinaire, tu t'en mords les doigts, mais tu as fait des bénéfices. Donc, c'est de faire son plan d'action avant de mettre le moindre euro sur le marché. Tu te dis, bah, je vise tant, ou je vise tant en retour sur investissement, ou je vise tant en termes d'années. Moi, j'ai les deux, hein. J'ai une partie de mon portefeuille qui, je ne vendrai jamais. Alors que je me dis, le Bitcoin sera le futur système monétaire, ça sera pour mes enfants. Donc, c'est en termes de nombre d'années, hein. Je veux dire, je ne vends pas avant 30 ans, par exemple. Il y en a une partie que je vais vendre pour le prochain cycle de 4 ans, qui sera donc en 2025, que je ne touche pas actuellement, et une partie en performance, là pour le coup, que je vise pour ce cycle haussier 2021-2022. On ne sait pas, personne n'a de boule de cristal, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais, et du coup, deuxième conseil, qui a un lien un petit peu quand même avec le premier, mais c'est d'acheter et de vendre par palier. Alors ça, c'est fondamental. Même les traders et les pros ne savent pas timer, enfin ne savent pas savoir quand on est au plus haut et quand on est plus bas. Ça, on le sait une fois que c'est passé. Ah, ça, c'est facile, hein. Tu regardes un graphique, même le mec le, le plus idiot de la planète, il dit ça, le point c'est le plus bas et celui-là c'est le plus haut, hein. C'est facile à voir une fois que c'est passé. Mais du coup, l'idée c'est d'acheter en marché baissier par palier ou en début de bull run. Donc, c'est toujours le cas, hein. On peut toujours acheter maintenant, mais par palier. C'est-à-dire, on achète à 10, 15, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 et Là, on va pour toi, vendre. finalement, on est Ouais, encore en début de bull run, ouais, finalement. Et c'est encore le moment d'acheter ouais. par palier. Alors, bien sûr, en fait, je vais te donner la réponse si oui ou non en fonction de l'échelle de temps sur lequel tu désires te placer. Si tu me dis je veux revendre la semaine prochaine, bah, je veux dire, je ne sais pas si c'est le bon moment pour se placer, c'est peut-être pas le bon moment, ça va peut-être descendre un petit peu, toi, hein, quelques jours. Par contre, si tu me dis je veux revendre minimum dans un an, ou même potentiellement dans 6 mois, d'après mes analyses, ça va augmenter drastiquement. Donc là, je te réponds oui. Donc, tu vois, tu vas avoir deux réponses différentes à une même question. Ça va dépendre de l'objectif de la personne. Mais par contre, oui, pour moi, c'est un début de bull run. Ouais, là, c'est des analyses, hein, je ne suis pas le seul à le dire. Tous ceux qui sont dedans depuis des années, qui savent analyser un marché, surtout qu'on a eu un début de bull run justement assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il ne devait pas monter aussi haut, aussi vite. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est en phase. Alors, pareil, je ne vais pas utiliser les termes techniques, mais normalement, c'est en 5 vagues. C'est ce qu'on appelle des vagues d'Elliott. Et là, c'était la première.
Donc, c'était la première. Après, ça corrige. Ça, c'est la deuxième vague. Il y a une troisième vague haussière, une quatrième qui corrige et une cinquième. Donc là, techniquement, c'est la première. Et donc, ce qui est assez hallucinant, c'est que du coup, avant que ça démarre ce marché haussier, les projections étaient sur un Bitcoin aux alentours de 100 000, plus ou moins 100 000 dollars. Donc 100 000, 120 000, 90 000, peu importe, on s'en fout, on ne sait pas vu qu'on va revendre par palier, justement. Et vu ce début de marché haussier assez ahurissant, maintenant les projections, pareil, hein, allez voir d'autres personnes, hein, je ne suis pas le seul à le dire, c'est des outils tout à fait, ce qu'on appelle Fibonacci, des choses assez de tendance ou de calcul de marché financier. Ça nous amène à un Bitcoin à un minimum 150 000, voire 200 000. Donc voilà, je te pose la question, Benjamin, est-ce que vaut mieux acheter maintenant, même à 30 000, toujours par palier, 35 000, 40 000, même 45 000, si tu me dis, OK, j'attends 1 ou 2 ans, et que potentiellement, la target minimum, c'est 100 000. Tu vois, même si on se dit marché baissier qui va arriver, le truc qui passe de 200 000 à 100 000, bah, ce n'est pas grave. Tu vois. Donc oui, donc, premier conseil, plan d'action, je veux garder mes bitcoins, je dis bitcoin, mais ça peut être autre chose, hein, tant d'années dans telle proportion et je veux revendre sur ce cycle dans telle performance à telle proportion de retour sur investissement. Et surtout, acheter par palier et vendre par palier. Et donc, pour conclure sur la vente, parce que là, on a parlé de l'achat par palier, mais la vente par palier, ça va être pareil. C'est quand on va commencer à avoir la troisième et la cinquième vague, c'est on va vendre à 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 150 000, et on garde une proportion. Si ça monte à 200 000, comme ça, j'aurai toujours 10% que je pourrais vendre à 200 000 toi. Il y a l'un des axes que tu abordes dans Crypto Révolution qui, je trouve, et moi c'est toujours un truc où je suis très laxiste là-dessus justement sur le côté légal, entre guillemets, Ouais. sachant que la crypto est quand même un nouveau monde, entre guillemets, notamment pour les débutants qui arrivent, et dont je fais partie finalement. On peut très vite être tenté de se dire, mais c'est anonyme finalement, est-ce que je dois les déclarer, etc., etc. Et si oui, comment je dois concrètement le faire? Ma question, elle est plus simplement quand tu dis revendre par palier, ça c'est vraiment une notion que j'ai Hmm. complètement saisie. Mais toi, quand tu revends, est-ce que tu revends finalement en fiat et tu le sors carrément de ton Non. exchange où tu l'as? Est-ce que tu revends en stablecoin? Quelle est ta stratégie là-dessus justement? Alors oui, en fait, je reste sur le marché crypto-actif et il y a cette formidable invention qui est ce qu'on appelle le stablecoin, donc sobrement appelé le coin qui est stable, qui est en fait adossé à du fiat, qui est adossé à du dollar, qui est adossé de l'euro. Donc, ce qui nous permet de ne pas revenir en fiat. En plus, en général, les frais sont un peu plus sont supérieurs et techniquement, après, tu es censé déclarer tes plus-values, ainsi de suite. Mais si tu restes sur un stablecoin, non seulement tu restes sur tes cryptoactifs, les frais sont moins et tu peux te repositionner très très vite. Après, pour véritablement répondre à cette question, en fait, il faut juste simplement savoir qu'est-ce qu'on va faire de nos bénéfices ou si on a vraiment besoin. Si quelqu'un me dit, bah ouais, moi j'ai fait x10 et j'ai un projet d'acheter ma résidence principale. Bah là, ok, très bien, tu sors tes bénéfices, tu les récupères en euros, tu achètes ta maison, t'es bien. Après, si quelqu'un qui me dit: «Je veux récupérer mes bénéfices», mais il ne sait pas pourquoi faire. C'est S'il ne sait pas quoi faire derrière ou si, globalement, un investissement, c'est pas non plus, c'est pas Warren Buffett, il ne sait pas quoi faire de son argent, reste sur le marché crypto. C'est-à-dire que tu vas attendre le prochain cycle. Tu vas attendre que ça se recasse la gueule, que du coup, ça passe de 200 000 à, admettons, 120 000 et à ce moment-là, tu rachèteras le plus bas et pareil, tu referas la même. Tu revendras sur le marché en 2025 où ça aura fait peut-être, ça va passer à 400, 500, 600 000 euros, 600 000 dollars le Bitcoin. Mais si globalement, et c'est ma vision, j'ai pas besoin des cryptos pour vivre aujourd'hui, je reste sur le marché crypto et ça me fait d'autant plus plaisir parce que ça donne de la liquidité au marché, que ça, je ne retire pas, ça ne fait pas baisser le marché, mais je laisse sur le marché, mais en attendant, je fais des gains qui restent en crypto actif. Mais excellente question, ouais, ouais, c'est pertinent. Donc, si vous voulez prendre vos bénéfices, mais pour acheter sur le marché crypto, conclusion est simple, c'est que vous prenez vos bénéfices sur un stablecoin, l'USDT, il y en a plusieurs, mais dans cette optique de réinvestir plus tard, une fois qu'il y aura une nouvelle belle opportunité sur le marché des cryptos. C'est juste pour take profits, comme on dit, et ne rien faire et ne pas savoir quoi faire de son argent, c'est pas forcément la meilleure des idées. Dans ce cas, à la limite, c'est tu t'achètes des bitcoins et t'en fais rien en fait pendant 10 ans. À la limite, ce serait même encore plus simple. C'est finalement un peu
toujours la même question pour n'importe quel actif. C'est si on veut sortir l'argent et profiter Ouais, de c'est cet qu'est-ce qu'on en argent-là, de fait? savoir pourquoi en fait. Bien Pourquoi sûr. on a envie d'utiliser et Ouais, qu'est-ce qu'on va en faire concrètement de cet argent, dis-toi quoi. que c'est une assurance vie ultra boostée. Parce que des fois, les banques, elles te font proposent des produits, c'est bloqué pendant 8 ans, c'est bloqué pendant 15 ans. OK, certes, mais à la limite, vaut mieux ne pas faire autre chose, profiter de la vie à côté et se dire que si véritablement tu veux rester sur le bitcoin, tu y restes et tu as pas à prendre des bénéfices de suite si tu as rien à faire avec. Après, si tu sais quoi faire et que tu es un investisseur professionnel et que tu fais beaucoup de mouvements, un peu comme je le fais à titre personnel, même si je ne sors pas des marchés des cryptos, mais c'est-à-dire que tu peux faire autant de l'immobilier à côté, que tu fais de l'equity, des fois tu as besoin de fonds, tu as une grosse opportunité qui arrive, tu en as besoin, c'est bien le marché des cryptos, c'est liquide, tu sors, là à la rigueur. Mais sinon, la plupart, entre nous, 99% des gens, c'est pas le cas et il faut qu'ils restent sur le marché des cryptos en fait, c'est tout. Ils le gardent à long terme. Et il y a un dernier pilier qu'on n'a pas abordé justement, où ça pourrait être une utilité de sortir ces cryptos éventuellement s'il y a une énorme opportunité immobilière. C'est un domaine qui me Oui, passionne et c'est un domaine sur lequel je me suis lancé aussi au tout début quand j'avais 24-25 ans. ouais. Je sais que tu disais aussi que tu as atteint ton indépendance finalement via l'immobilier. Sur Internet, il y a de plus en plus de formateurs qui fleurissent dans Mmh. l'investissement immobilier. C'est devenu un énorme marché. Euh, c'est quoi pour toi, s'il y en a une, un peu la méthode à François, la méthode riche à 30 ans dans l'immobilier? Est-ce que tu es plus grande ville et tu investis sur Montpellier? Est-ce que tu es plus Ah petite oui. ville? C'est un peu quoi ta vision de l'investissement Ah finalement? ouais, alors là, ça va dépendre encore une fois, il faut faire un bilan vis-à-vis de la personne, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas. Là, c'est pour ça au final, tu sais bien, parce que tu me poses une question personnelle de ma vision, ce qui est au final la seule bonne réponse, parce que c'est pas prendre, pour argent comptant, hein. Mais, alors au début, voilà, en fait, il y a eu 2 changements, enfin, un changement dans ma vie, c'est que la vision est différente maintenant. Pour moi, l'immobilier, c'est plus la même. Au début, c'était faire du gros cash flow. C'est-à-dire que je voulais des projets ultra rentables pour sortir du gros cash flow. Donc c'était soit faire des grosses colocs, c'était de faire de la division, c'était voilà, tu vois ce genre de choses que tu peux retrouver d'ailleurs assez facilement sur internet, qui va faire que, bah, un projet te ramène 500 000 € de cash flow net dans ta poche. Après, c'est des projets forcément, tu es pas en centre-ville, c'est pas du patrimonial, c'est un peu excentré du centre-ville, c'est pas les plus beaux quartiers, mais forcément, c'est soit un immeuble dans une ville paumée ou alors c'est, un appart dans un quartier, de Montpellier. J'en ai encore à Montpellier là, qui, bah, c'est pas le quartier le plus sexy, mais par contre c'est, tu négocies à mort, c'est déjà pas cher de base. Il y a des trucs, c'est abandonné et là forcément, c'est logique, c'est tu fais des rentas de fou. Ça, c'était ma vision au début, et je me suis dit au bout d'un moment, bah, j'en ai plus besoin non plus. J'ai atteint à la fois mes objectifs premiers, qui était de faire 3 000 € net en immobilier, qui était mon premier objectif. Et après, c'était de switcher de plus en plus. Et globalement, je pense que c'est aussi ça que font les investisseurs immobiliers un peu plus chevronnés, c'est que tu switches de plus en plus vers quelque chose moins rentable en termes de cash flow, mais où tu prends beaucoup moins de risques, où tu auras beaucoup moins de problèmes et ça sera de plus en plus patrimonial. D'ailleurs, là, en ce moment même, je suis sur une opération, c'est un immeuble en hypercentre. Alors le truc, c'est, limite, tu as je dirais pas la ville, mais tu as le centre-ville, tu as la place et c'est une rue parallèle. Mais par contre, le truc, il est magnifique. J'aurais un peu moins de renta que mes tout premiers projets. Par contre, vu que c'est plus gros, que j'ai une capacité d'emprunt plus gros, machin, je m'y retrouve dans les chiffres. Je sais que je vais faire, 2 000 € de cash flow net. Mais si tu regardes la renta, ça va être moindre. Mais dans ma logique, c'est ça. Après, heu, même si je suis jamais fan de donner une renta et que ça veut rien dire, parce que des fois, tu peux faire 30 de renta sur une place de parking, tu gagnes 50 € par mois, ça veut rien dire. Et des fois, il vaut mieux faire 5 sur, un immeuble de 30 étages que de chercher 15. Mais dans mes chiffres, je voulais faire, systématiquement minimum 12 net sur un projet, sinon j'y allais pas. Parce que je m'étais dit que dans tous les cas, moi je suis là, je suis pas là pour faire des projets qui tiennent pas la route et surtout je voulais avoir une renta à 2 chiffres et je m'étais dit: «Bon 10 c'est bien, mais on ne sait jamais s'il y a Covid, s'il y a quelque chose qui se passe ou s'il y a des vacances locatives, mon 10 il va se transformer en 9-8», tu vois? Donc je vise donc tous mes projets, ont au minimum 12 net et mon plus gros je crois c'était, bon c'est pas non plus mirobolant, mais c'était 17 net. Ok. Et tu
penses à l'heure actuelle que c'est encore possible justement de trouver des projets à 12% net avec la flambée vraiment de l'immobilier? Ah oui, oui, oui. Alors, là où c'est compliqué, c'est effectivement pour quelqu'un, admettons, il entend ça, il dit: «Je vais tout faire par moi-même», ce qui est pas plus mal au début, hein. Moi aussi, je faisais la plupart des choses par moi-même, mais j'ai, on va dire, le luxe aujourd'hui, j'allais dire la chance, mais c'est pas de la chance parce que si tu travailles, c'est à la fois d'avoir créé un réseau. Alors, c'est un réseau à la fois, alors d'agents immobiliers, de chasseurs immobiliers et de ma présence en ligne qui fait que même des fois, maintenant, il y a des clients qui m'envoient des projets de ouf, tu vois? Tout ce réseau fait que, bah, je fais rien et ça tombe comme alors c'est un luxe. Aujourd'hui, c'est un luxe. J'aurais bien aimé avoir ça au début quand je commençais, ce qui était plus compliqué. Tu dois aller voir plusieurs agences, tu dois aller chercher des chasseurs IMO, mais c'est pas du tout toi la priorité, ils te le savent bien comprendre. Mais globalement, aujourd'hui, je m'étais dit: «Quelle est ma priorité?» C'est, les placements alternatifs, crypto equity et le business. L'immobilier, j'adore ça, mais je vais le déléguer au max. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète des biens, je ne les vois pas. C'est pas moi qui fais les travaux, c'est pas moi qui les chassé, qui les trouvé et c'est pas moi qui vais le mettre en location. C'est-à-dire que j'ai peut-être 1 ou 2 de mon énergie qui est sur l'immobilier aujourd'hui, mais c'est pour chapeauter le projet. Parce que je préfère mettre mon focus ailleurs. En plus, maintenant, je suis papa, mais sur ce que je préfère encore plus ou les choses où je suis encore meilleur. Parce que j'ai plus un profil, technophile et geek, on va dire, que, je ne sais pas faire grand-chose de mes mains en termes de travaux, tu vois? Donc on va dire que l'IMO, même si j'aime bien ça, c'est pas mon sweet spot et je le délègue à 100. Donc c'est un luxe aujourd'hui, mais ce qui fait que oui, je pars toujours sur des projets à 12% net, ouais. Et à l'heure actuelle, juste une dernière question là-dessus qui est plus macroéconomique. Avec le Covid, justement, un marché immobilier qui touche des sommets dans la grande majorité des villes, Mmh. est-ce que, sans forcément jouer au Madame Irma, mais juste simplement avoir ton avis sur est-ce que tu penses que l'immobilier, de toute façon, c'est quelque chose qui monte continuellement dans le temps et qui va continuer Alors de monter, ou est-ce que tu penses qu'on va assister à une baisse des prix finalement dans les Alors prochains mois? oui, oui et non. C'est-à-dire que alors ça, on peut pas le prévoir. C'est-à-dire que même techniquement, vu ce qui s'est passé en 2020, on devait avoir une baisse des prix. Beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Enfin, c'est pas besoin d'avoir fait, des études pour comprendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu as plus de vendeurs, le marché baisse. Pareil, les gens perdent leur emploi, donc moins de revenus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les foyers, ils peuvent plus se permettre d'acheter, donc baisse des prix. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une impression monétaire, parce qu'ils ont injecté des milliards dans l'économie, ce qui a fait que, bah, tout ce qui a de la valeur prend de la valeur. C'est logique. Parce que tu injectes des euros, les euros, il y en a plus, donc c'est moins rare. Et en fait, il y a eu une augmentation des prix de l'IMO. Par la finance, alors que c'est l'économie qui aurait dû faire baisser les prix de l'IMO. Donc c'est très compliqué à dire. Mais ceci dit, si tu as une stratégie, on va dire, où tu vas focaliser sur les rentes, bon, tu vas chercher quand même à avoir des biens sympas, mais on va chercher quand même à avoir des revenus par le locatif. Si mon bien, de base, tu l'as négocié, si de base, il est pas cher, si de base, tu as des locataires qui sont OK, bah, le marché, il peut même dévisser de 10, 20, 30. À la limite, mon bien, il vaut encore plus cher parce que j'ai fait tout ça auparavant. Mais ça va être plus tendu, on va dire, pour les professionnels de l'immobilier. Quelqu'un qui veut faire de l'achat-revente, quelqu'un qui est marchand de biens. Si le marché effectivement se retourne, ça va être compliqué. Si tu fais un achat-revente et que ta revente coûte moins cher que ton achat, tu as perdu de l'argent. Donc pour ce genre d'activité, dans l'immobilier, ça peut être dangereux, mais ça va être en fonction de l'immobilier. Alors qu'aujourd'hui, ça a augmenté le prix de l'immobilier, on ne peut jamais savoir. Par contre, quelqu'un qui a plus une stratégie, passive. Bon, tu peux ajuster, hein, dans une carrière immobilière, c'est un escalier, hein. Tu vas en acheter 3, tu en revends 1, tu en achètes 3, c'est jamais une ligne droite. Tu fais pas que accumuler. Tu as juste ton parc immobilier. Mais si tu as plus une vision comme ça où c'est ce que je fais, ouais, c'est pas grave, je m'en fous de si demain mes prix, enfin le prix, la valeur de mes biens divise par 2, j'ai toujours les mêmes loyers à la fin dans la poche. Donc c'est plus une vision comme ça. Après, c'est sûr, après s'il y a effondrement de la civilisation, les il y a plus grand chose qui a de la valeur, mais au pire, c'est de l'immobilier et j'aurai le choix, pour savoir où je veux habiter. C'est déjà ça, on va avoir le positif C'est dedans. déjà ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien l'IMO, parce que non seulement tu as l'effet de levier bancaire et en plus, bah, ça reste de l'IMO, quoi. Ça reste une maison, ça reste un appart, donc c'est toujours sympa. Carrément. Et on a abordé finalement ce qu'on voulait, c'est top. On a fait un 360 sur les Ouais. différentes possibilités d'investissement. On est passé par les cryptos, sur l'investissement en start-up, l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat. Si,
il y a pas mal de jeunes qui sont débutants justement qui nous écoutent. Quels seraient les conseils que tu donnerais à ce côté? Je pense que maintenant, c'est un petit peu, comment dire, un petit peu galvaudé cette notion d'indépendance financière à mon sens. Oui, oui, clairement, ouais. Quels seraient Bah, pour toi les 2 à 3 conseils que tu donnerais justement à un jeune ou même à un moins jeune mmh. d'ailleurs, qui démarre et qui a cet objectif sur les 5, 6, 10 prochaines années d'aller vers sa propre indépendance financière? Bah, alors, je vais donner 2 conseils. Ce qu'en gros, j'aurais aimé entendre, enfin, même si globalement, c'est ce que j'ai fait, mais le premier, c'est d'avoir énormément de clarté, au début. Alors, je sais, c'est pas facile. On demande de la clarté alors que c'est justement le moment de ta vie où tu en as le moins. C'est facile à dire: «Il a réussi, blabla». Mais c'est ultra important. Tu vas pas faire, surtout les 10 premières années de ta vie, on va dire 20, 30 ans, tu vas pas les faire pareil si en fonction de ta vision. Il faut une énorme clarté sur ta vision et justement, c'est ce qu'on a dit au tout début. Moi, je voulais lancer des projets, je voulais lancer des startups, je lancer des trucs de fou et je voulais que de l'immobilier ou des rentes des marchés financiers me permettent de tout ça. Mais peut-être il y a des personnes, elles ont rien à faire de mon rêve à moi, elles ont autre chose, elles veulent être soit, moins d'ambition, soit beaucoup plus. Enfin, ça va dépendre de la personne. Qu'est-ce que je veux? Et en fonction, mon plan d'action, ma stratégie, elle va se mettre en place toute seule en plus. Ce qui est bien, c'est qu'on va chercher de la clarté sur la vision. Pareil pour le business, hein, si tu as des objectifs, c'est le plan d'action, normalement, il vient tout seul. C'est pas, on va chercher qu'est-ce que je vais faire comme plan d'action alors qu'on est dans le brouillard. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est pareil. Investissement, business, c'est pareil. Donc, ultra important. Et 2e, conseil, ce que j'appelle le syndrome, du mentor qui a réussi. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que le gars, enfin, il y a plein d'autres personnes, il fait de l'IMO, il fait de la crypto, il fait de l'equity, il a des business, donc je vais faire pareil, je vais faire de l'IMO en même temps, je vais faire de je vais tout faire en même temps et je vais tout faire mal. Sauf qu'au début, en général, heu, quelqu'un va faire quelque chose bien, puis il va de plus en plus le déléguer, il va passer à autre chose. C'est ce qui et c'est une addition. C'est-à-dire que ça va lui permettre d'avoir plus d'argent, donc il va se permettre aussi d'investir plus à côté, d'avoir plus de réussite et c'est un cercle vertueux qui va faire que tu vas investir après en equity et ainsi de suite. Mais ne jamais essayer de lancer genre, 3 boîtes en même temps, de faire de l'immobilier en parallèle, sinon tu dors plus, tu manges plus et ça tient pas la route. Donc tu fais une chose bien, tu en passes à une deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui est bien, c'est que c'est cumulatif. Non seulement sur tes finances, mais aussi dans ta tête. C'est-à-dire que tu vas prendre des nouvelles connaissances qui va faire que plus tout ce que tu vas lancer de nouveau, bah, tu ne vas pas repartir de zéro parce que tu auras déjà fait des choses avant. Tu auras un mindset qui se sera endurci. Et voilà, donc step by step, fais les choses bien. Donc focus. En gros, focus. Focus et clarté. Top. Et bah, écoute, merci beaucoup, François, pour, cette conclusion. Je pense qu'on retiendra bien ces 2 mots, focus et clarté. Merci à tout ce que tu as partagé pendant cette interview. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. On a vraiment vu, à 360 les différents pans de l'indépendance, financière. Merci pour tous les conseils que tu as, partagés et je te souhaite, une excellente continuation dans tes projets et notamment longue vie, à Lord Token. Et encore un dernier merci à toi, François, pour, tout ce riche contenu que tu nous as partagé. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'essaie de répondre à tout le monde. Pour ceux qui veulent investir sur leur token, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 31 janvier. Après, c'est fini, fini. Et voilà, hein, travaillez bien, occupez-vous de bien, la santé en premier lieu, évidemment. Et ben, on se dit à très bientôt, pourquoi pas. À bientôt, François. Salut. Ciao.